Radio J. Le 4 quarts politique. Radio J. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine: François Hesbourg, conseiller spécial à l'Institut d'études stratégiques basé à Londres; Pierre Aski, chroniqueur chargé des relations internationales à France Inter; Antoine Mercier, journaliste culturel qui a longtemps sévi sur France Culture dans le journal de la mi-journée. Nous parlerons dans cette émission de la visite à Washington du président Zelensky. Nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Macron sur les garanties qu'il faudrait offrir à la Russie pour des négociations. Nous parlerons de la Chine, du rapprochement avec la Russie et des manifestations autour du Covid. Nous ferons un point aussi sur la nouvelle coalition de M. Netanyahou. La semaine a été dominée par une visite surprise de Volodymyr Zelensky à Washington, à la Maison-Blanche et au Congrès. Objectif: consolider le soutien américain à l'Ukraine. Objectif réussi apparemment, puisque l'administration Biden accueille Zelensky avec une aide militaire supplémentaire. On va commencer avec vous. Avec vous, François Hesbourg. Vous allez nous faire la même surprise que la dernière fois en nous annonçant que vous reveniez de Kiev? Non, pas exactement. J'ai seulement reconnu le débarcadère où est descendu Zelensky en descendant du train en Pologne avant de prendre l'avion. Voilà. Non, pas de surprise cette fois-ci. La France commence à livrer des choses plus nombreuses, plus intéressantes et en communiquant davantage dessus. Depuis quelques semaines maintenant, j'en suis très heureux. J'espère y avoir contribué. Alors, on va parler tout à l'heure de la position française, mais cette visite de Zelensky à Washington, ça marque une date, une accélération de l'histoire? Accélération de l'histoire, je ne pense pas. Ça allait forcément avoir lieu après les midterm elections, après les élections de mi-mandat. Il fallait aussi que la situation militaire soit raisonnablement sous contrôle en Ukraine, face au bombardement des villes et des réseaux électriques et hydrauliques en Ukraine. C'était à peu près le cas quand Zelensky est parti. C'est un événement très important. Son timing, lui, n'est pas particulièrement surprenant. En même temps, c'est un message des Américains à Poutine que les Américains seront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Ce message-là est passé. Ce message-là est passé. Ça veut dire en clair que jusqu'à la fin de la mandature de Joe Biden, les Ukrainiens et leurs partenaires, donc y compris les partenaires européens, peuvent partir du principe que les États-Unis continueront à fournir de l'aide militaire et civile à un rythme au moins comparable à celui de l'année 2022. On aura dans quelques jours au Congrès le vote du paquet financier global pour l'année 2023 pour l'Ukraine, avec un compromis qui semble s'être établi aux alentours de 45 milliards de dollars, donc près de 4 milliards par mois. C'est, je le note au passage, et c'est pas glorieux pour l'Union européenne, c'est plus que l'Union européenne. Il y a des Américains qui s'énervent un petit peu, mais surtout du côté républicain, en disant mais après tout l'Ukraine c'est en Europe, pourquoi ils en foutent pas un peu plus les Européens? La question est tellement politisée dans le contexte américain qu'en fait elle n'imprime pas. Mais le fait est que c'est une bonne question.
Alors, je vous pose une question à tous les trois, parce que Poutine a accusé déjà Biden de participation indirecte à la guerre. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour de la confrontation Est-Ouest? Je commence par vous. La réponse courte est oui. La Russie déclare à qui veut l'entendre, sur tous les supports de propagande possibles et imaginables, que c'est l'OTAN qui fait la guerre à la Russie. Donc on ne voit pas très bien pourquoi Poutine se plaindrait de ce que cette guerre qu'il a voulu se poursuive. C'est pas un scoop. C'est la guerre de l'OTAN contre la Russie et c'est une guerre satanique. Alors, ce sont ces mots que nous déployons. Ça, c'est un qualificatif un peu moins habituel. Je cherche encore le lien entre Satan et l'OTAN, mais il doit bien y avoir une accroche quelque part. Et j'ajoute aussi une chose, et ça c'est un paradoxe. Les Russes, la population russe, mais aussi la direction russe, le régime russe, a beaucoup de mal à admettre, à accepter que ces non-êtres que sont les Ukrainiens soient en train de les battre. Par contre, il est plus facile, politiquement, de faire admettre aux Russes moyens que la Russie est en train de se faire battre par l'Occident collectif, pour utiliser un autre vocable russe, qui en l'occurrence est assez juste. Moi j'aime bien quand on nous considère tous ensemble comme étant ce que nous sommes, c'est-à-dire des Occidentaux, des démocraties, des gens qui respectent en principe la primauté du droit. Et ça, c'est politiquement plus facile. Si Poutine, dans quelques semaines, devait admettre qu'il faut replier les troupes russes sur les limites du 24 février, la ligne de front du 24 février, il pourra plus facilement le faire en disant « c'est parce que nous avons été vaincus par l'OTAN » que de dire ce sont nos frères ukrainiens qui d'ailleurs n'existent ni en tant que peuple ni en tant qu'État, qui nous ont foutu une branlée et c'est pour ça qu'on est obligé de nous replier sur des positions préparées à l'avance. Pierre Aski. Alors, la description d'un affrontement Est-Ouest est quelque chose de trompeur parce que ça évoque évidemment la guerre froide et l'affrontement des blocs qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on a une Russie qui n'a comme allié officiel d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils lui fournissent des armes et du soutien logistique, etc., le Bélarus, de Loukachenko, qui est son obligé depuis qu'il a confisqué les élections en 2020. L'Iran qui lui fournit des drones qui sont massivement utilisés contre les infrastructures. Et la Corée du Nord, dont on dit les Américains viennent de dire que les Coréens du Nord avaient livré des armes au groupe Wagner pour son intervention en Ukraine. Et c'est à peu près tout. Parce de côté la Chine. Alors, je mets de côté la Chine parce que la Chine n'a pas livré d'armes à la Russie. Ce qui change tout, parce que pourquoi Poutine est obligé aujourd'hui d'utiliser des drones iraniens bas de gamme en termes de technologie, de sophistication, alors que les Chinois ont des drones qui sont extrêmement plus perfectionnés. Je vois que François Hesbourg n'est pas d'accord, mais quand même... Les Iraniens sont très bons. Oui, mais les drones chinois ont été utilisés par les Émiratis en Libye. Ils se sont fait ratatiner par les Turcs, hein. Par les drones turcs. Oui, mais en Libye on reconnaîtra notamment une supériorité aux Turcs sur la technologie des drones. Mais ce que je veux dire, c'est que les Chinois sont extrêmement prudents, non pas politiquement, parce qu'ils soutiennent Poutine dans son défi à l'ordre mondial, on va dire ça comme ça. Mais en revanche, ils font très attention à ne pas encourir de sanctions secondaires. Or, si demain, ils livrent la moindre puce électronique à la Russie, dans laquelle il y a des composants américains, et il y en a dans tout, ils pourraient encourir à leur tour des sanctions. Or, l'économie chinoise est aujourd'hui mal en point à cause du Covid et de tout ça, on en parlera tout à l'heure, et les Chinois ne veulent surtout pas rentrer dans ce genre de situation. Donc, on a, par rapport à la guerre froide, par rapport à l'idée de bloc Est-Ouest d'antan, on a une Russie qui a des alliés qui sont plutôt des bras cassés,
et il n'y a pas la reconstitution d'un bloc gigantesque qui serait un autre cas de figure. Quand la guerre a commencé le 24 février, souvenez-vous, on a tout le monde a dit oh là là, si la Chine rentre aussi dans le jeu, là on a un affrontement mondial qui sera d'une autre ampleur. Imaginons que les Chinois aient décidé d'attaquer Taïwan à ce moment-là, ça faisait 2 fronts pour les États-Unis, c'était beaucoup. On n'est pas du tout dans ce cas de figure 10 mois plus tard. Antoine Mercier. Oui, donc bon, je crois qu'on peut tous être d'accord sur cet affrontement Est-Ouest. Maintenant que l'OTAN soit en guerre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'engagement militaire sur le terrain, ce qui est quand même, enfin, peu en tout cas, ce qui est quand même une différence assez curieuse de dire on fait une guerre et on n'a pas d'hommes sur le terrain. Bon, c'est les Ukrainiens qui font le travail, très bien sans doute. Je voudrais revenir sur ce que dit François Hesbourg, parce que il nous dit que l'Ukraine est en train de battre la Russie. C'est-à-dire que, premièrement, j'aurais lui demandé l'analyse en termes de rapport de force aujourd'hui de cette guerre, parce qu'on n'en a pas vraiment une idée. On a l'impression que le front est assez statique malgré tout. Donc pourquoi est-ce que l'Occident aurait aujourd'hui une supériorité nette sur la Russie qui lui permettrait d'espérer de la battre ? Et dans ces conditions, effectivement, le conflit Est-Ouest se terminerait par une défaite de l'Est, qui serait tout à fait considérable géopolitiquement parlant. Oui, François. Alors, ce que j'ai dit ne valait pas prévision. Hein. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'initiative militaire est passée de la Russie à l'Ukraine au milieu de l'été. Hein. C'est à la sortie de la deuxième phase de l'opération militaire spéciale, pour l'appeler par son nom russe. La première phase, c'était la tentative de prise de Kiev. Et la deuxième phase, ça a été le Donbass. Tout ça s'est terminé par l'épuisement sur le moment des Russes. Épuisement au niveau des personnels, au niveau des matériels. La Russie était devenue, pendant cette période, le premier fournisseur de blindés de l'Ukraine, qui avait capturé plus de blindés russes et remis en service qu'elle n'en possédait elle-même au début du conflit. Et bien entendu, les Ukrainiens ont repris Liman, ont repris Kherson, ont repris à peu près la moitié du territoire pris à des moments divers à partir du 24 février, à peu près la moitié. Donc l'initiative est là. Est-ce qu'elle sera encore au printemps ? Ça, je n'en sais fiche rien. Moi, je ne sous-estime absolument pas la possibilité pour la Russie de faire jouer à terme sa capacité d'apprentissage, parce que l'armée russe, elle a souvent subi de très graves revers en début de conflit. Et puis elle a appris, et elle s'est remis d'aplomb. Et on ne sait pas non plus quelle va être la capacité de la Russie à relancer ses productions, j'allais dire, classiques d'artillerie, de munitions. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est que c'est politiquement plus facile pour Poutine d'aller à la négociation sur la base d'un bilan qui n'est pas du tout celui qui était énoncé dans les buts de guerre russes le 24 février, qui était la liquidation du régime de l'Ukraine, la disparition de l'Ukraine et en attendant l'annexion de morceaux choisis de l'Ukraine. Devoir entrer en négociation sur cette base-là, c'est beaucoup plus pénible que de devoir dire nous avons été battus par le matériel américain et européen. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, et il faut qu'on en parle, la position française. En même temps que Zelensky effectuait son déplacement en Amérique, on a vu Emmanuel Macron tenir des propos qui ont pu choquer. Vous allez nous dire si ça vous a choqué. Après avoir parlé de ne pas humilier la Russie, il réclame des garanties dans le cadre de négociations de paix à venir, garanties non pas pour l'Ukraine, mais pour la Russie. Pierre Aski. Oui, présenté comme ça, évidemment, ça paraît un peu presque burlesque. Non, ce que fait Emmanuel Macron, à mon avis, mais peut-être que je lui prête un dessin plus grandiose que la réalité, mais c'est d'essayer de positionner la France pour l'après. Ce qui paraît bizarre, c'est qu'ils le disent aujourd'hui parce que, un, c'est pas d'actualité, et deux,
c'est quand même l'Ukraine qui subit aujourd'hui les foudres des armes russes. Et donc, dire qu'il faut apporter des garanties de sécurité à l'agresseur au milieu du gué, ça paraît difficile. Mais ce que veut faire Emmanuel Macron, d'ailleurs, il en donne la clé lui-même dans l'interview qu'il a donnée à 3 journaux, dont Le Monde, c'est il dit, est-ce que nous voulons que, en gros, la Turquie et la Chine soient les seuls autour de la table lorsque l'heure d'un règlement sera arrivée. Donc il essaye de poser des jalons qui lui permettront d'être autour de la table à la fois comme fournisseur de ces garanties de sécurité, parce que c'est quand même l'une de ses idées, c'est que la France, en tant que puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, sera un des pays qui pourront donner les garanties de sécurité à tout le monde, et pas seulement à la Russie, évidemment. Et donc, à un moment où la France ne pèse pas très lourd dans l'équation du conflit, parce qu'on a bien vu, c'est aux États-Unis que ça se passe, c'est en Ukraine, sur le terrain, par les Ukrainiens, et l'argent et les armes sont quand même majoritairement américains. Le seul moyen pour l'Europe et pour un pays européen comme la France de compter, c'est de se positionner pour l'après en disant « nous serons autour de la table » et nous le serons non seulement parce que nous avons aidé l'Ukraine, mais parce que nous pouvons être une puissance d'équilibre, comme on dit, et donc donner aussi à la Russie les garanties qu'il n'y aura pas de reprise d'un conflit. Il y a 3 moyens de terminer une guerre. Soit vous avez une défaite et une capitulation, et il y en a eu dans l'histoire, notamment les deux guerres mondiales, donc là, la question ne se pose pas, d'une certaine manière. Soit vous avez un compromis, et là, il faudra bien qu'il y ait du donnant-donnant dans un compromis. On ne peut pas tout demander. Soit il n'y a pas de solution, genre Corée. La Corée s'est terminée par un armistice en 1953, jamais de traité de paix, et techniquement, on est toujours en guerre. Donc, dans ces 3 formules, il y aura toujours la place pour rédiger et apporter des garanties que le conflit ne va pas se rallumer. Alors, voilà. je vais vous donner la parole, François Hesbourg, mais enfin, il va. C'est pas seulement le jour d'après. Il pousse plus loin le bouchon en disant que l'Ukraine dans l'OTAN, ça n'est pas vraisemblable. On a du mal à comprendre ce pas vraisemblable. D'abord, il y a 4 façons de terminer une guerre. C'est quoi le 4e ? C'est l'effondrement de l'un des... pas militaire, c'est l'effondrement et le changement de portage politique de l'un ou des 2 protagonistes. C'est le 1B. Ça s'est produit quand ? Ça s'est produit quand ? 1917. Oui, c'est quand même pas rien. La Révolution. 1917, c'est une petite chose. mais c'est vrai. Mais il y a quand même eu un accord. Il a fallu quand même négocier un accord. Mais c'était pas celui qui était prévu, si je puis dire. C'est un accord très très différent de celui pour lequel la Russie était entrée en guerre à l'époque. Et il faut le rappeler parce qu'il s'agit de la Russie dans les 2 cas. On a l'impression que Emmanuel Macron essaye quelque part de faire le ventriloque pour Poutine, parce qu'après tout, c'est Poutine qui pourrait demander des garanties de sécurité. Et là, le seul qui parle de garanties de sécurité, à ma connaissance, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas Vladimir Poutine. Oui, Poutine se mettrait en position de demandeur, et il n'est pas demandeur, il est conquérant, officiellement. Mais bien entendu. C'est parce qu'Emmanuel Macron pense que c'est l'hypothèse 2 qui est la plus vraisemblable. C'est-à-dire qu'on va arriver à un compromis, qui n'est pas envisageable qu'il y ait une capitulation de la Russie, qui a les armes nucléaires, donc c'est l'hypothèse 2 donc il se met dans la position de Madame Irma, c'est-à-dire il fait dépendre sa politique d'aujourd'hui par rapport à une issue sur laquelle il n'a rigoureusement aucune prise. Oui, mais il peut avoir une intuition. Mener les guerres avec l'intuition, c'est formidable, mais c'est la guerre qui décide. C'est pas Macron qui décide. Et Macron n'est pas en guerre. Je lui en fais nullement le grief, mais c'est vrai que c'est très curieux, cette façon de faire. Pierre a utilisé le terme de burlesque. Moi, je n'aurais pas osé la faire. Mais en l'occurrence, il y a effectivement un côté très surprenant à cette façon de procéder, de se mettre à la... c'est exactement du même acabit que l'affaire de l'humiliation.
où Emmanuel Macron s'est substitué à Poutine sur le thème de « il ne faut pas humilier la Russie », ce qui, en termes analytiques, peut se justifier. Hein. C'est pas, je ne fais pas la critique pour le plaisir de faire la critique. Sauf qu'il avait oublié un tout petit détail, c'est que pour la Russie et son chef, il pouvait paraître extrêmement humiliant de se faire dire que c'est la France qui allait empêcher la puissante Russie de se faire humilier. Se mettre à la place de l'autre, ça a quand même quelques limites, et je crains qu'Emmanuel Macron ne dépasse de façon répétée et trop allègre ces limites-là. Moi, je ne suis pas intervenu dans le débat sur les garanties, parce qu'effectivement, je considère que on n'est pas sur là, pour le coup, on n'est pas sur un registre émotionnel, comme on l'a été sur l'humiliation, qui est un mot émotif, qui est un mot sentimental, et que la réalité allait suffire à corriger. Et l'affaire de l'OTAN, c'est pas à nous d'expliquer quelle va être l'issue de la guerre. Nous n'en savons rien. Mais c'est ça qui est bizarre, parce qu'il a toujours été sur cette ligne jusqu'à présent, en disant c'est les Ukrainiens qui sonnent la fin du conflit. Et maintenant, il change de pied complètement. N'oublions pas malgré tout, pardon, parenthèse, que la France et l'Allemagne, en 2008, ont bloqué l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, il y a une certaine constance, c'est-à-dire qu'on reste sur la position de 2008. Tout en n'étant pas du tout macroniste, quand même, il faut lui reconnaître cette position qui n'est pas absurde si on veut raisonner en termes réalistes, en se disant qu'une guerre, ça se termine, qu'on ne peut pas envisager que la Russie soit rayée de la carte en soi, donc on va être amené à négocier et donc à répondre en partie à des aspirations russes dans une négociation. Mais qui ne sont pas exprimées en ce moment. Bon, qui ne sont pas exprimées, mais qui vont exister. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Mais vous ne savez pas qui va être le chef de la Russie. Ah, ok, ça c'est l'hypothèse, quatrième hypothèse. Ben oui. Alors, je vous propose, on fait une pause et le 4K revient dans un instant.